Marrakech, juin 1906. Une foule immense se presse dans les rues de la Médina. Des milliers de personnes convergent vers une place où s'élève un mur, fraîchement construit. Derrière ce mur, un homme agonise. Cet homme, c'est le Hajj Mohamed El-Msfioui, l'homme qui a terrorisé la ville pendant des mois. L'homme qui a tué 36 jeunes filles. Et il va recevoir le châtiment le plus extraordinaire de l'histoire du Maroc. Je m'appelle Reem Boursemi et je vous raconte la suite de l'affaire Msfioui, le Jack l'éventreur de Marrakech. Dans notre dernier épisode, nous avons vu comment Rhala, sa complice, a finalement avoué ses crimes. Mais ce que les autorités vont découvrir dans l'atelier de Msfioui dépasse l'entendement. Quand les hommes du Mkhzen pénètrent dans l'atelier, Msfioui est là, assis, calme. Il continue de réparer des chaussures comme si de rien n'était. Son attitude est celle d'un homme innocent. « Je ne comprends pas, dit-il. Il doit y avoir une erreur. » Mais au fond de son puits, l'horreur attend. 20 corps, 20 jeunes filles, toutes décapitées. Et ce n'est que le début. Dans son jardin, 16 autres corps sont découverts, enterrés à la hâte. Face aux preuves accablantes, Msfioui finit par avouer. Sans remords apparent, il décrit ses crimes avec une froideur glaçante. Oui, il les a tués. Pour leurs bijoux, leur or, la vie de ces jeunes filles ne valait pas plus pour lui que les quelques pièces qu'il en tirait. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans Marrakech. La foule se masse devant sa maison. On réclame justice, on veut du sang. Le cas remonte jusqu'au sultan. La sentence tombe. El-Msfioui sera crucifié en place publique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les puissances européennes qui cherchaient déjà à contrôler le Maroc protestent. Une crucifixion, trop barbare, disent-ils, pas assez civilisée. Alors commence un supplice d'un autre genre. Pendant un mois entier, El-Msfioui est exposé quotidiennement sur la place publique, attaché à l'envers sur un âne, le visage tourné vers la queue de l'animal. Il est promené dans les rues de Marrakech. Chaque jour, 10 coups de fouet. Des branches d'acacia couvertes d'épines lacèrent sa chair. On enduit ses plaies d'huile d'olive pour raviver la douleur. Mais pour la population, ce n'est pas assez. Le 13 juin 1906, les autorités décident d'en finir. Mais pas par une simple pendaison, non. El-Msfioui va subir un châtiment unique dans l'histoire du Maroc. Sur la place principale, on construit un mur. Une cavité étroite y est aménagée, juste assez large pour qu'un homme s'y tienne debout. El-Msfioui est amené sur place. Quand il comprend ce qui l'attend, il commence à hurler. On l'attache solidement, impossible de bouger. Les maçons commencent leur travail. Brique après brique, ils l'emmurent vivant. Pendant 3 jours, ses cris résonnent dans Marrakech. Le premier jour, il supplie qu'on l'achève rapidement. Le deuxième jour, sa voix n'est plus qu'un murmure. Le troisième jour, le silence. Hajj Mohamed El-Msfioui est mort comme il a vécu, derrière un mur de mensonges. Son corps est enterré sans cérémonie dans un lieu tenu secret pour éviter que sa tombe ne devienne un lieu de curiosité morbide. L'histoire d'El-Msfioui, presque oubliée aujourd'hui, mérite d'être racontée, non pas pour glorifier son auteur, mais pour honorer la mémoire de ces jeunes femmes dont les noms se sont perdus dans le temps. Pour nous rappeler que la justice, même à une époque troublée, finit par rattraper les criminels les plus redoutables. Et quelque part, dans les ruelles anciennes de Marrakech, peut-être existe-t-il encore ce mur qui fut le dernier témoin de la fin d'un des tueurs les plus terrifiants que le Maroc ait connu. Maintenant que nous avons terminé ce voyage au cœur des ténèbres de Marrakech, je voudrais partager avec vous quelques réflexions supplémentaires sur cette affaire. Alors pour comprendre pleinement l'affaire Msfioui, il faut s'immerger davantage dans la société marocaine du début du XXe siècle. Les femmes vivaient alors dans un monde à part, protégées mais aussi isolées. Leur place était au foyer sous la protection, mais aussi sous l'autorité des hommes de leur famille. Cette structure sociale, bien qu'elle visait à protéger les femmes, a paradoxalement facilité les crimes d'El-Msfioui.
Les jeunes filles étaient vulnérables précisément parce qu'elles n'avaient pas l'habitude de se déplacer seules et n'étaient pas préparées à faire face aux dangers du monde extérieur. Plus troublant encore, quand ces jeunes filles disparaissaient, la société avait tendance à blâmer les victimes ou leurs familles. Pourquoi l'avoir laissée sortir seule ? Cette question, posée par les autorités aux familles éplorées, résonne étrangement avec certains discours que l'on peut encore entendre aujourd'hui. Et qu'est-il advenu de Rhala, la complice d'Al-Msfewi ? Selon les archives disponibles, elle fut également jugée et condamnée à mort. Mais son exécution fut plus traditionnelle, probablement par pendaison. Elle avait 75 ans, un âge avancé pour l'époque, ce qui rend sa complicité encore plus troublante. Qu'est-ce qui a pu pousser cette femme, en fin de vie, pour l'époque bien sûr, à participer à de tels crimes ? Était-ce simplement l'appât du gain, comme le suggèrent certaines sources, ou y avait-il une dimension de contrôle, de pouvoir exercé sur des jeunes femmes vulnérables ? Ce qui fascine dans cette histoire aussi, c'est cette portée internationale. À une époque sans Internet ni médias de masse, l'affaire Al-Msfewi a traversé les frontières pour se retrouver dans un article du Queanbeyan Age, journal local de la ville de Queanbeyan près de Canberra, et toujours publié à ce jour. L'article relate l'événement et le châtiment d'Al-Msfewi avec une perspective coloniale assez intéressante. Voici un tout petit extrait de l'article. Le titre « Un destin terrible ». Un meurtrier infâme emmuré vivant et laissé à mourir de faim. Une foule hurlante s'assemble sur la place du marché et regarde l'érection des murs autour du meurtrier de 36 jeunes femmes. Un télégramme de Tanger au Maroc nous informe qu'un acte d'une cruauté si extrême qu'il semble difficile à croire. Mohamed Mesfioui, l'archi-meurtrier de Marrakech, a été emmuré vivant. C'est ce même Mesfioui qui a été reconnu coupable de ces crimes odieux. On sait qu'il a assassiné plus de 30 jeunes femmes et qui avait été sauvé de l'exécution par l'intervention des autorités étrangères présentes. Il aurait été préférable que ces consuls étrangers ne se mêlent pas de la justice marocaine, car Mesfioui a connu une mort bien plus horrible que ce que toute forme d'exécution aurait pu lui infliger. Fin de citation. Si vous êtes intéressé par l'article complet ainsi que celui du Times and Democrat, vous le trouverez sur notre compte Instagram. Ironiquement, ces mêmes puissances coloniales qui s'indignaient de la barbarie de son châtiment étaient celles qui cherchaient à s'emparer du Maroc, utilisant parfois des méthodes tout aussi brutales pour asservir les populations locales. On ne peut s'empêcher non plus de faire des parallèles avec d'autres tueurs en série de l'époque. L'autrice Saïda Rouaz, dans son livre, le baptise le Jack l'Éventreur de Marrakech. Jack l'Éventreur a en effet terrorisé Londres quelques années auparavant. Comme lui, Al-Msfewi ciblait des femmes vulnérables. Mais contrairement à l'Éventreur, qui n'a jamais été identifié avec certitude et qui ne compte entre guillemets que 5 victimes, Al-Msfewi a été capturé, a dû faire face à la justice et porte le terrible décompte de 36 victimes. Ce qui diffère surtout, c'est le sensationnalisme médiatique. Alors que l'affaire de Jack l'Éventreur est devenue emblématique, faisant l'objet de centaines de livres, films et documentaires, celle d'Al-Msfewi est restée relativement méconnue en dehors du Maroc. Cette différence de traitement médiatique nous interroge sur les histoires que nous choisissons de raconter et de perpétuer. Elle nous interroge également sur le whitewashing des histoires qu'on nous raconte, c'est-à-dire l'invisibilisation des histoires non occidentales, sur la force du colonialisme à effacer nos histoires, nos récits. Non pas qu'il faille s'enorgueillir d'avoir une histoire criminelle prolifique, mais il est important que nos histoires soient également mises de l'avant. C'est d'ailleurs toute la raison de ce podcast de True Crime spécifiquement marocain. L'affaire a-t-elle eu un impact sur le système judiciaire marocain ? Il est difficile de l'affirmer avec certitude. Cependant, elle a mis en lumière les failles d'un système qui ne prenait pas suffisamment au sérieux les disparitions des jeunes femmes. Dans les années qui ont suivi, avec l'instauration du protectorat français et espagnol, le système judiciaire a connu d'importantes réformes, mais souvent imposées de l'extérieur, sans respect pour les traditions locales. Pourquoi cette affaire a-t-elle partiellement été oubliée malgré son caractère extraordinaire ? Peut-être parce que l'histoire officielle du Maroc a longtemps privilégié les récits de résistance à la colonisation et de construction nationale, laissant dans l'ombre certains aspects plus sombres de son passé. Ou peut-être parce que l'horreur des crimes était telle qu'on préférait ne pas les évoquer. Pourtant, ce souvenir de ces 36 jeunes femmes, dont la plupart des noms ont été perdus, est aussi une forme de justice. En racontant leur histoire, nous reconnaissons leur existence, leur souffrance, nous affirmons que leur vie comptait. L'exécution d'Al-Msfewi
nous semble aujourd'hui d'une cruauté inouïe. Être emmuré vivant, condamné à une mort lente par asphyxie, par faim et soif. Nos sensibilités contemporaines rejettent de telles pratiques, mais à l'époque, cette punition spectaculaire répondait à un besoin de justice visible, exemplaire, à la mesure de l'horreur des crimes. Cette évolution dans notre perception du châtiment nous interroge sur notre propre conception de la justice. Qu'est-ce qu'une punition juste ? La souffrance du criminel répare-t-elle celle des victimes et de leurs familles ? Ces questions universelles et intemporelles résonnent encore aujourd'hui. Cette affaire, vieille de plus d'un siècle, continue de nous fasciner et de nous horrifier en égale mesure. Elle nous rappelle que le mal peut se cacher derrière les apparences les plus respectables, que la justice est un concept en constante évolution et que chaque vie perdue, même dans les recoins les plus sombres de l'histoire, mérite d'être commémorée. Quelque part dans les ruelles de Marrakech, les ombres de ces jeunes femmes et de leurs bourreaux continuent peut-être de hanter la Médina. Leurs échos résonnent encore, nous rappelant que l'histoire n'est jamais vraiment terminée tant qu'il reste quelqu'un pour la raconter. Maroc d'ombre et de mystère est une production de Red Donkey Creative. Cet épisode est préparé et réalisé par Rem Boursemi. Nous sommes sur Instagram si vous voulez nous parler. À très vite pour un nouvel épisode.